Alors, bienvenue, chers auditeurs, bienvenue au balado technopédagogique à Pop Placotte. Donc, par nos 4 épisodes là, à la thématique particulière, on souhaite vraiment analyser les impacts de l'utilisation du numérique dans les pratiques professionnelles, ainsi là, que réfléchir sur les rôles des intervenants et des intervenantes dans cette transition numérique. Pour passer les prochaines minutes avec nous, ici Lisa-Marie et Karel, technopédagogue à la POP, qui animeront votre balado technopédagogique. À l'épisode d'aujourd'hui, pour traiter du sujet du jour « Quelle éthique et l'enseignement ?», nous accueillons 2 invités. Alexandre Dalpan, chargé de cours à l'Université Laval et conseiller pédagogique en technologie de l'information et de la communication à Cégep Garneau. Bonjour Alexandre. Merci de m'avoir invité, en tout cas c'est un plaisir. Et Louis Legault, enseignant d'anglais langue seconde au secondaire au Collège Citoyen. Bonjour Louis. Bonjour à vous deux. Bienvenue et un chaleureux merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Pour mettre les bases là, à l'épisode d'aujourd'hui, mais aussi sur la thématique complète du balado, on va spécifier qu'est-ce que sont l'éthique. Donc, l'éthique, là, c'est dit les technologies de l'information et de la communication qui permettent de transmettre, de créer, de partager et d'échanger des informations par divers outils. Justement, on utilise l'éthique présentement. Donc, notre balado permet le partage et l'échange d'informations en différé. Pour vous, expliquez-nous qu'est-ce que sont l'éthique. L'éthique, c'est un domaine très large. Là. Après, si je le prends personnellement, moi, je vois ça comme un monde merveilleux où il est encore possible de rêver. On a une société qui a avancé sur plein de défis techniques, mais je trouve que l'éthique, le numérique, on peut rêver, on peut avoir peur aussi. Là, ça soulève des questionnements qui sont sains quand on y participe. C'est un domaine qui est en constant développement. Je trouve que c'est mobile, en fait, c'est quelque chose qui est très malléable. Il faut accepter qu'on maîtrise pas tout, qu'on maîtrisera peut-être même jamais toute la technologie parce que ça évolue plus vite que nos compétences souvent. Mais je trouve que c'est un super domaine pour les personnes qui ont un esprit curieux, qui aiment explorer et qui aiment se tromper aussi. Je trouve que c'est formateur. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Moi. Donc, pour moi, l'éthique, en réalité, c'est n'importe quelle technologie qui permette d'améliorer nos usages scolaires. Donc, que ce soit par l'ajout de iPad, que ce soit au niveau des projecteurs, que ce soit au niveau de l'audio ou quoi que ce soit qui va venir ajouter justement à notre enseignement, qui va l'améliorer. Donc, on voit que ces définitions se complètent. L'éthique nous offre un monde presque infini d'outils pour sublimer et accompagner nos enseignants, mais elles sont aussi une charge plus lourde dans le sens où elles peuvent amener un lot de craintes, par exemple. Mais on sait qu'au sein de l'enseignement, l'éthique sont présents quand même depuis quelques années. Mais c'est sûr que la situation pandémique des dernières années, elle a poussé l'enseignement et les professionnels là, à s'adapter à ce changement, à se réinventer, en proposant un mode d'enseignement à distance, là, parce que c'est sûr que c'était pas le format qui était principal au départ. Donc, c'était vraiment peu proposé par les écoles en enseignement postsecondaire et supérieur, puis encore moins aussi en enseignement au secondaire et au primaire. Il y a des chaînes, les parents, là, dans un de leurs ouvrages, de leur article, qui cite que susciter l'engagement des élèves en présence, ça représente un défi, mais soutenir l'engagement des élèves dans un contexte de classe en ligne, c'est aussi un défi, là. Tout comme l'aménagement en classe avec l'utilisation d'outils technologiques. On a remarqué aussi que les enseignants ont dû avoir recours à des experts pour faire face à la nouvelle réalité qui est l'intégration des technologies en classe. Vous pourrez peut-être le bonifier ou me contredire au besoin, mais on peut dire que cette nouvelle réalité peut emmener parfois des situations cocasses ou différentes. Qui serait drôle ou pertinent, je vous dirais. C'est sûr qu'il est arrivé des choses un petit pas tant drôles que négatives en réalité à long terme, parce que oui, c'est arrivé quand même des situations où, par exemple, on a des problématiques. Alors, au niveau de l'école, par exemple, nous, on a eu des cas où il y avait des élèves qui avaient pris certaines photos des enseignants pendant la classe. Et là, avec tout ce qui est disponible à leur portée, par exemple des logiciels Photoshop, là, on se rendait avec des problématiques, des choses plus subjectives qui se créaient, qui se rendaient sur les réseaux sociaux. Donc, ça crée des situations un petit peu plus problématiques, c'est sûr, à ce niveau-là, où il y a des élèves qui se retrouvent dans le problème. Et si on n'avait pas eu des technologies comme ça en classe, on n'aurait jamais eu ce problème-là.
Mm-hmm. Et vous, Alexandre, est-ce que vous avez des anecdotes à raconter? Ben, j'en ai peut-être même deux, en fait. La première, c'est quand on forme des étudiants et qu'on leur dit qu'il faut accepter de se tromper, puis que dans un cours, dans la session, ça va arriver qu'on se trompe, il faudra juste apprendre de ses erreurs, puis que 5 minutes après, la première chose qu'on teste avec eux ne fonctionne pas. C'est comme prêcher par l'exemple, puis ça m'est arrivé. Puis là, les étudiants se rendent compte que ce que je disais, c'était pas faux. Là, j'allais vraiment tester des affaires. Mais ce qui est le fun de la danse qui ressort, c'est que les étudiants se rendent compte que le prof aussi a le droit de se tromper. Puis montrer que on panique pas, c'est la réalité. Puis faut toujours prévoir un plan B. C'est que ça m'est arrivé quelques fois. Puis les étudiants ou même les profs, quand on les accompagne, apprécient de voir que même les professionnels là-dedans font des erreurs, mais on montre comment on réagit, puis il faut réagir de façon la plus calme possible. Avoir un plan B, ça va être toujours, évidemment, c'est obligatoire. L'autre anecdote aussi qui arrive souvent, qui arrive à beaucoup de profs, c'est souvent quand on fait des cours, des visios, cours à distance, puis on met les étudiants en pause, puis on revient après la pause, puis là, il y a des micros qui sont ouverts, puis on entend des affaires qu'on n'aurait jamais voulu entendre. Fait que ça aussi. Ou des caméras ouvertes qui auraient dû être fermées, puis là, on voit des choses qu'on n'aurait pas voulu voir. Ça arrive souvent, ça arrive à tout le monde. Ça fait rire 5 minutes tant qu'il n'y a rien de grave derrière, c'est sûr. Donc, merci pour vos exemples. Donc, on peut conclure que l'utilisation fréquente des TIC a pu en angoisser certains par leur manque de confiance par rapport à leurs compétences, par exemple, mais l'ère actuelle est à la technologie. Les enseignants l'utilisent, d'autres non, et des raisons peuvent être évoquées comme la malconnaissance du sujet ou la technophobie, par exemple. Je me pose la question, je vous lance aussi la question, Alexandre, Louis, est-ce que aussi le fait que les enseignants l'utilisent moins, est-ce que ça peut être aussi parce qu'il y a un manque de formation? C'est une excellente question. Là. Si on avait fait cette entrevue-là il y a 5 ans, j'aurais bien évidemment pas eu la même réponse qu'aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé en 5 ans. Moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, justement, dans le domaine collégial, en quittant la recherche, je suis arrivé dans un monde merveilleux, mais j'avais aucune compétence et aucun amour pour le numérique. Je me définissais comme technophobe et je suis devenu tranquillement pas vite un technophile qui maintenant accompagne, conseille les gens. Mais la formation, c'était de la formation autonome. C'est-à-dire, j'ai été chercher moi-même, j'ai fait de la veille, je suis passé par Prof Web à une époque, ça m'a permis de me développer là-dessus, collaborer avec les gens de la POP, collaborer avec plein d'autres organismes. Mais j'avais eu finalement cet esprit de curiosité que j'avais par la recherche, m'a poussé à aller chercher, à voir justement qu'est-ce qui se faisait dans le domaine, qu'est-ce qui pouvait être le fun dans ce domaine-là. Et tranquillement pas vite, j'ai mis les pieds là-dedans. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que, puis c'est mon cas personnel, mais on l'a vu autour aussi, il y a eu un besoin de se former sur le bras. Et ça, tout le monde, prof y compris, ça a été le cas, c'est encore le cas. Je dirais que les nouvelles formations, les formations plus contemporaines des nouveaux futurs enseignants intègrent des cours de technologie, d'intégration du numérique, j'en donne un d'ailleurs actuellement. Et c'est un vrai plaisir, ça permet de voir que aussi les étudiants qui arrivent, qui se destinent à enseigner, ont une vision du numérique souvent qui est assez lourde ou problématique, c'est comme ça rajoute du poids dans leur enseignement parce que l'approche n'a pas été faite et l'explication de la plus-value du numérique finalement face à la pédagogie est des fois biaisée ou on la connaît pas en fait, on sait pas ce qu'on sait pas, donc ça prend un accompagnement de formation. Et depuis 5 ans, ça s'est vraiment amplifié dans différentes universités qui forment les profs du collégial et il y a d'autres organismes autour qui permettent aussi aux profs actuellement comme Performa de Sherbrooke d'acquérir, de développer en fait certaines compétences face au numérique. Fait que là, je dirais depuis 5 ans, c'est exponentiel. Ça commence à se constituer, à se construire et on le sent dans le corps professoral qu'il y a une aisance, un goût pour le numérique plus prononcé. Puis est-ce que vous justement avec les étudiants, vous parlez de ça, est-ce que c'est plus au niveau technique, ils angoissent sur, ils connaissent pas les technologies ou c'est plus qu'ils voient pas comment l'utiliser dans les classes? Est-ce qu'ils stressent sur le fait de choisir le bon outil pour supporter l'enseignement ou c'est plus parce qu'eux, justement, sont plus technophobes et ils disent « Oh mon Dieu, je sais pas quelle fonctionnalité utiliser et tout ». C'est-tu plus niveau technique? Il y a de tout. Il y a des profs qui sont très curieux, très explorateurs là-dedans et qui adorent mettre le nez là-dedans et qui apprennent par leur erreur et qui font cet effort d'explorer, mais ça prend du temps, donc il faut aussi avoir le goût ça prend beaucoup de temps, le numérique, surtout les premiers. Il y a une phase d'apprentissage qui est assez aride, drastique, sévère, des fois pour certaines personnes. Puis il y en a qui aiment le goût,
goût, je veux dire, qui aiment ça, d'aller explorer. Donc pour ces personnes-là, souvent, le défi est moindre parce qu'il y a certains plaisirs derrière. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les profs qui sont de l'autre côté, à l'opposé même, qui ont une anxiété face au numérique parce qu'il y a un manque de confiance face aux compétences numériques, j'en parle. Et souvent, quand on les accompagne, qu'on écoute le besoin, puis qu'on creuse un peu avec eux, on se rend compte que le pourcentage de profs qui sont pas à l'aise avec le numérique réellement, il est vraiment faible. Et souvent, ils ont des compétences, mais ils n'arrivent pas à les mettre de l'avant, les utiliser de la bonne façon. Donc, on les, si ce n'est réconforte, on essaye de leur montrer qu'ils ont des forces là-dessus. Et on se base, en fait, sur ces forces-là. C'est là notre rôle de conseiller pédagogique technologique, c'est vraiment de les amener à utiliser leurs compétences, puis les pousser un peu plus loin, toujours en se basant sur leurs besoins. C'est pas de leur faire un effet wow, là. Il n'y a pas d'intérêt à leur présenter une technologie qui va juste être wow pendant 5 minutes. C'est vraiment de les aider parce que finalement, on se rend compte que c'est là qu'ils vont l'intégrer, qu'ils vont le garder, puis qu'ils vont le bonifier. Et c'est là aussi les étudiants vont être plus à l'aise avec ce prof-là, bien évidemment, s'il y a une certaine compétence là-dessus. Ouais. Finalement, on se pose la question, est-ce que l'enseignement peut s'adapter? Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle se fonde dans l'air du temps? Ceci est un extrait de l'épisode À Pop la Cote, une présentation de la Pop. Désirant entendre la suite du balado et poursuivre la réflexion avec nos invités sur l'impact du numérique dans les pratiques professionnelles et sur les rôles des intervenants, ainsi qu'avoir accès au contenu intégral et exclusif, devenez membre. Pour vérifier si votre établissement est membre, vous pouvez vous rendre sur le portail APOP au apop.qc.ca en utilisant l'onglet Fonds collectif de perfectionnement sous Enseignement supérieur. Bonne écoute!